Enfin, Kevin s'apprête à se marier. Tout est prêt. Il entre dans l'église, avec sa mère à son bras. Les enfants d'honneur marchent derrière eux. Tout le monde est content. Le prêtre s'apprête à unir les futurs maris et femmes. Il dit: si quelqu'un a quelque raison que ce soit de s'opposer à ce mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Silence dans la salle. Le prêtre s'apprête à sceller l'acte devant Dieu. Soudain, un homme se lève. Adonis! Moi! Tout le monde se tourne vers Adonis, qui marche alors vers l'autel. Adonis prévient le jeune Kevin. As-tu bien réfléchi à ce que tu t'apprêtes à faire? Pour qui le fais-tu? As-tu fait ce que je t'avais dit de faire? Kevin réfléchit. Il se souvient de la phrase d'Adonis. Regarde la vidéo de Thomas et fais ton choix en connaissance de cause. Cette vidéo, la voici. Ce qu'il y a peu, nos ancêtres, parents éventuellement, mais surtout grands-parents et aïeuls, se mariaient une seule fois dans leur vie et gardaient leur partenaire jusqu'à leur mort. Certains n'y arrivaient pas forcément, ou avaient des maîtresses, ou des concubines, mais il s'agissait souvent d'hommes courus par les femmes, qui savaient qu'ils pouvaient enfreindre les règles. Ils étaient faibles dans leur chair. Et le désir avait raison d'eux. Il suffit de voir Victor Hugo, qui trompe sa femme, Juliette Drouet, avec Léonie Donnet, une romancière, Alice Ozzy, une actrice, ou même la femme de chambre de sa femme alors qu'il a 70 ans. Hormis ces exceptions, le petit peuple était assujetti aux règles du mariage. Et c'est la pression sociale qui forçait les gens à rester ensemble. J'en sais quelque chose. Du côté de ma mère, mon grand-père s'est marié avec ma grand-mère lorsque lui, il avait 28 ans et elle en avait 17. Cela dit, il avait été forcé par mon arrière-grand-père, le père de ma grand-mère, de se marier avec elle parce qu'ils avaient couché ensemble. Donc il lui a dit, tu prends sa virginité, tu la maries. Et ouais les gars, c'est comme ça. Bref, les relations sexuelles avaient un sens. On considérait qu'on ne pouvait pas détacher la sexualité de l'émotion, de la famille, de la psychologie, du plaisir physique. Tout était lié. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est toujours le cas, mais on croit que c'est plus le cas. C'est plutôt ça comme ça qu'il faudrait comprendre. Au-delà d'histoires de famille, dont je ne rentrerai pas dans les détails, mais souvent, sous les paillettes, sous les mariages super longs, parfois, il se trouve des histoires pas forcément claires, voire sordides. Il faut savoir que le mariage comme institution, ça a au moins plus de 4000 ans. Le mariage le plus ancien enregistré, c'est en Mésopotamie, c'est en 2350 avant Jésus-Christ. Le but du mariage, et je le dis toujours, c'est de protéger la femme d'elle-même, de ses émotions, de sa variabilité émotionnelle, de ses ressentis, de ses sentiments, mais aussi des dangers extérieurs. Chaque femme avait un homme qui pouvait subvenir à ce besoin, la protéger. Et chaque homme avait une femme. Ce qui entraînait deux choses. Un, la stabilité de la société, parce que tous les hommes étaient contents, dans une certaine mesure. Et deux, finalement aussi, la capacité à répartir équitablement le pool, en fait, d'hommes et de femmes, si tant est que l'homme faisait le minimum de son travail. Pendant très longtemps, il n'y avait pas de droit au divorce. Ainsi, dans le monde méditerranéen, puis de gréco-romain, puis judéo-chrétien, le divorce était vraiment l'exception. Hormis les grands, les puissants, les rois, les reines, tout ça, enfin voilà, ceux qui trembaient le biscuit un peu trop souvent. C'était pour protéger l'homme, en fait, pour protéger l'homme, pour faire en sorte que l'homme ne batifole pas partout, mais aussi, surtout, pour protéger la femme d'elle-même. Parce que les femmes, et ça, tu vas le voir dans l'exemple que je vais donner après, les femmes sont sujettes à des variations émotionnelles qui sont liées à leur cycle menstruel. Le cycle de l'homme est journalier, c'est-à-dire littéralement, il y a une montée de testostérone le matin, puis ça descend tout au long de la journée. Comme ça, tout le temps. Donc l'homme est lié au soleil. C'est quasiment astrologique, mais c'est circadien. Tandis que le cycle de la femme hormonal est lié à la lune. Pendant très longtemps, les femmes avaient leur menstruation avec la pleine lune. Enfin, en tout cas leur période d'ovulation, et ensuite nouvelle lune, menstruation, etc. Voilà. Premier point que je vais aborder dans cette vidéo, je vais aborder 5 points. 1. La virginité. 2. Le mariage. 3. Le divorce. 4. L'avortement. Et 5. C'est quoi déjà? Non. 4, c'est quoi? 4, c'est la contraception. Bon, pas loin. Et 5, c'est l'avortement. Bon, première question, premier sujet.
La virginité. La virginité, comme je le disais souvent dans mes vidéos, c'est le plus grand trésor d'une femme. Une femme n'a surtout pas à rougir d'être vierge. Le but d'une femme, en fait, c'est entre ses 18 et 25 ans, voire éventuellement plus tôt à l'époque, parce que, comme je disais toujours, la biologie se fiche du politiquement correct. Il y avait une raison si les femmes avaient leur puberté à 10, 11 ans, parce qu'avant, on mourait à 25 ans. Donc on n'avait pas à attendre d'avoir fait un doctorat et d'avoir 28 ans pour faire des enfants. Donc c'est ça, en fait. Ce qui se passait, c'est que probablement entre 15 et 25 ans, c'était là que tout se faisait, en fait. Tout se jouait pour la femme. Tandis que les hommes, on avait cette possibilité de faire des enfants toute notre vie. Ce qui est différent. Même si on mourait à 25 ans, il y a 150 000 ans, 250 000 ans. Cela dit, la virginité n'a pas le même sens pour un homme. Pourquoi? Parce que même s'il y a la pureté spirituelle, c'est beaucoup plus facile pour une femme d'avoir des relations sexuelles que pour un homme. Donc un homme qui est vierge, en fait, c'est le défaut. Alors qu'une femme qui est vierge, c'est l'exception. Et un homme qui a des rapports sexuels avec une femme ou qui en a plusieurs éventuellement, même si bon, c'est pas forcément quelque chose que je cautionne, c'est l'exception. C'est pour ça que les femmes sont attirées par des hommes qui sont déjà validés par d'autres femmes, pour deux raisons. Un, parce qu'ils sont prévalidés, voilà, et l'autre parce qu'ensuite, elles n'ont pas besoin de faire la découverte de l'homme. Pour elles se disent, si des femmes ont choisi A, ça veut dire que j'ai pas besoin de prendre la tête à découvrir un autre partenaire et à dire, ah, est-ce qu'il est bon, etc., à perdre du temps, en fait. C'est vrai dans une certaine mesure, mais une femme qui partage un homme, elle ne peut pas se mettre avec lui à long terme. En fait, souvent les femmes vont pas, je le parle d'expérience, vont préférer partager un homme de haut statut, un homme qui est masculin, un homme qui a des ressources, un homme qui les domine littéralement, plutôt que de choisir un mec bien, juste bien, seul. Moi, je me souviendrai toujours de cette fille qui m'avait dit, attends, t'as pas de copine? C'est bizarre. En fait, pour elle, le fait que c'était le monde à l'envers en fait, mais il y a une logique derrière tout ça. Pour elle, c'était un red flag que je n'ai pas de copine en fait. Et ça aurait été un green flag si j'avais déjà une copine ou d'autres filles qui me tournaient autour. Impressionnant quand même. Parce qu'en fait, une femme, elle veut l'exclusivité. Elle veut l'exclusivité, elle veut garder un homme pour elle. Elle veut dompter un homme. Écoute bien ça. Une femme veut un homme qui soit bestial, primal, et elle veut dompter ce pouvoir primal à travers son pouvoir sexuel. Donc c'est pour ça qu'en fait, un homme doit être polarisant si une femme veut pouvoir lui faire des avances sexuelles. Un homme qui n'est pas polarisant, une femme n'est littéralement pas excitée sexuellement par lui en fait. C'est ça. Le prémisse de l'excitation sexuelle d'une femme en fait, c'est la polarisation. C'est le fait de devoir être dompté. Tandis qu'un homme, lui, il veut la diversité. Comme je dis toujours, chez la femme, ce qui prive, c'est l'hypergamie. C'est son radar, en fait, pour savoir si est-ce que j'ai le meilleur mâle possible actuellement. En fait, oui, mais elle ne s'en rend pas compte. Parce qu'aujourd'hui, les femmes choisissent un homme non plus pour sa trajectoire, mais pour sa position. Une femme choisit un homme pour son pouvoir et plus pour sa puissance. Pour son dimension statique, mais plus pour sa dimension dynamique. Donc en fait, je le dis toujours, c'est que le meilleur homme qu'a pu avoir une femme est dans le passé. Lorsqu'elle était vierge, en fait. Après, si elle dilapide sa virginité, pas mon problème. Mais on joue pas à ça, quoi. Et pour un homme, au contraire de la polygamie, au contraire de l'hypergamie, pardon, c'est la polygamie. Le but, c'est de répandre ses gènes. Et donc, le nombre de partenaires joue un rôle ici. Et la promiscuité et la culture des couples aujourd'hui est catastrophique, sans compter les microchimères dont je vais parler dans d'autres vidéos. J'ai mis dans la description des liens et je te conseille d'aller les voir. Mais là, je vais juste te donner un exemple. Là, je les ai sous les yeux. En 1970, il y avait 21% des femmes qui avaient 0 partenaire avant le mariage. Un partenaire, 43%. Et seulement 2% avaient plus 10 de partenaires. On va retenir ces chiffres-là. En 2010, il n'y a plus que 5% des femmes qui sont vierges avant le mariage, 22% qui ont un partenaire, et 18% qui ont plus de 10 partenaires avant le mariage. Bon, ensuite, je vais pas si t'as une question, là j'ai mis en l'image que j'ai mis en vignette, mais je te la fais très simple. C'est grosso modo, plus t'es une partenaire, plus tes chances de divorcer sont élevées. C'est juste ça, c'est logique. Parce que tu perds la capacité à t'attacher. Parce qu'aussi, pour une femme, elle prend l'habitude, si elle a un problème émotionnel, de changer de partenaire. Si elle a un problème. Et non plus de régler le problème en fait. C'est de l'immaturité émotionnelle.
Et moi, j'étais ce genre de mec, j'ai fréquenté ce genre de femme. Maintenant, j'ai plus envie, en fait. Et là, je vais dire un truc qui est super intéressant. J'espère que tout le reste que je dis est aussi intéressant. Gabor Maté, qui est un psychiatre, il disait: on choisit des personnes dont le niveau de résolution des traumatismes est similaire au nôtre. Dit autrement, on choisit des personnes dont le niveau d'élévation de conscience est similaire au nôtre. Et c'est pour ça qu'en fait, les personnes que je rencontrais ces derniers temps, je n'arrivais pas à me connecter à elles, en fait. Parce qu'elles ne me parlaient plus, en fait. Elles étaient à un niveau tellement bas de complexité, de vibration. Je ne dis pas qu'elles étaient inférieures à moi, mais je dis qu'elles étaient beaucoup moins avancées dans leur vie. Et donc ça ne me concernait plus, en fait. Ça m'attirait plus, ce genre de femme. Bref. Il y a une autre statistique qui est super intéressante. Bon, je l'ai mise dans les descriptions, mais voilà. Cette ligne, en fait, c'est... À gauche, c'est le nombre de partenaires, ok? Et en hauteur, en fait, ça, c'est le nombre de personnes qui vont à l'église. En fait, plus une femme a de partenaires, moins elle va à l'église. C'est littéralement prouvé. Ils ont fait des statistiques pour ça, quoi. Allez, je rattache ça. Les aléas. Les aléas du direct. Bref. Le mariage, deuxième point. Faut savoir, pendant aussi très longtemps, on avait des mariages de raison. Des mariages, entre guillemets, forcés. Est-ce que c'était vraiment des mariages forcés ou est-ce que c'est notre regard contemporain, moderne, qui voit ça comme des mariages forcés? Il y a aussi des mariages et alliances politiques. Exemple, à la cour d'Europe, au début du XXe siècle, George V, le roi d'Angleterre, était à la fois cousin du Kaiser Wilhelm II, mais aussi du tsar Nicolas II. Et juste pour donner des statistiques, en France, il y avait environ 400 000 mariages en 70, et aujourd'hui, il n'y en a plus que 200 000. Donc ça s'est divisé par deux, en fait. Et avant, il y avait 90% des gens qui étaient soit célibataires, c'est-à-dire vraiment non mariés, pas veufs, pas pacsés, etc. Maintenant, c'est plus 80%. C'est pas tant que ça, mais voilà. Par contre, il faut savoir que l'âge du mariage a augmenté de pratiquement 10 ans en 50 ans, en fait. C'est-à-dire qu'avant, se marier, pour les femmes, en 70, elles avaient 22 ans, les hommes avaient 24 ans. Et aujourd'hui, les femmes ont 32 ans quand elles se marient pour la première fois, les hommes ont 34 ans. Donc ça repousse, c'est à cause des études, etc. C'est la Blue Pill dit: oh, les femmes elles doivent faire des études, les femmes deviennent des hommes, etc. Mais on s'en fiche. On veut pas qu'une femme devienne un homme. On veut pas un deuxième homme à la maison, je le dis toujours. Conclusion, on se marie moins et plus tard. Et donc on fait des enfants plus tard. Et pourquoi? Parce que les femmes, elles disent: ah, faut que je profite de ma jeunesse, etc. Je dis: non, c'est pas comme ça. Trouve-toi un mec bien. Et voilà, trouve-toi un mec bien en fait. C'est ça le plus important. Un mec bien, un mec fort. Et voilà. Et garde ta virginité pour le mec que tu vas vouloir avoir toute ta vie. Après, tu fais ce que tu veux. Troisième point, le divorce. Alors là, c'est drôle parce qu'en fait, j'ai regardé des statistiques. Souvent, on dit: ouais, alors il y a des divorces parce que les hommes, ils remplissent pas leur rôle. Alors, faut savoir qu'en fait, juste, je vais dire ça, mais ça va être horrible. Les couples lesbiens, c'est-à-dire qu'il y a deux femmes, ils divorcent 2 à 6 fois plus que les couples gays en fonction des études et 2 fois plus que les couples hétérosexuels. Où est la faute de l'homme? Pourquoi c'est comme ça en fait? Parce que les femmes ont des variations émotionnelles pendant le mois, pendant la journée, etc. Et pour une femme, en fait, sa réalité est liée à son émotion, à son ressenti. Et donc, sa vérité est liée à son émotion, à son ressenti. Et donc, si une femme croit que tu l'as trompée pour X ou Y raison, elle va se convaincre de tout ça, en fait. Elle voudra avoir raison, elle voudra confirmer son sentiment. Et pour une femme, être capable de surmonter ça, c'est un miracle, en fait. Les femmes qui vont surmonter ça, franchement, c'est des héroïnes. Donc, c'est pas la faute des hommes qui remplissent pas leurs devoirs. Pas toujours. Pas toujours. Il y a aussi, moi je veux dire, mon père, il a pas rempli ses devoirs et voilà, il s'est fait larguer. Et bon, voilà. Mais c'est juste, principalement, aussi lié à l'instabilité émotionnelle et le névrotisme de la femme. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, le divorce était interdit ou alors extrêmement rare. Et surtout, il n'était jamais, sauf vraiment des cas très particuliers, initié par la femme. Parce que si la femme, un jour, elle t'aime plus. Et le troisième jour, elle dit elle t'aime, mais elle t'aime plus en même temps. Elle te hait. Parce que ses émotions, elles sont comme ça. Donc toi, ton but en tant qu'homme, c'est d'être stable. C'est-à-dire, tu comprends que la femme, bah oui, parfois elle a ses règles, parfois elle a sa phase folliculaire, parfois elle a sa phase lutéale, parfois elle a sa ménopause, voilà, etc. Parfois elle est enceinte, elle a une grossesse, etc. Donc elle a des changements hormonaux. Parfois elle est fatiguée, parfois elle a de l'énergie, parfois elle est excitée sexuellement, elle veut que tu la fécondes littéralement avant sa phase d'ovulation. Littéralement, la testostérone augmente, les oestrogènes augmentent, enfin voilà, c'est tout se percute quoi. Pour donner quelques chiffres concernant le divorce en France, il y a environ 130 000 divorces par an, ok? L'infidélité est la première cause, mais pas la seule.
Le nombre de divorces varie d'une année à l'autre, et il y a environ 1,8 mariages pour un divorce. Bonjour. Et sur une longue période, le nombre de divorces a considérablement augmenté. Par exemple, il n'y a eu que 44 738 divorces en 72. Autre chiffre qui révèle l'importance du divorce en France, je sais pas si c'est l'importance, mais près de 45% des mariages finissent par un divorce. Donc littéralement un mariage sur deux en fait. Et moi personnellement, je déconseille aux gens de se marier en fait. Avec les lois et les règles actuelles. Et si tu dois te marier, alors je te donne la conclusion tout de suite, c'est 1, femme vierge, 2, tu es capable de subvenir aux besoins, 3, tu comprends que tu te maries pour les enfants, et 4, c'est que si le contrat de mariage, c'est séparation des biens. C'est pas régime de communauté des biens, participation aux acquis. Non. Comme ça, la femme, elle peut pas te prendre en otage. Elle peut pas te tenir par les couilles. Et c'est pas qu'elles veulent le faire. Bon, même si parfois il y a dit you go girl, boss babe, etc. Non. C'est juste parce que elle est l'esclave de ses émotions, la femme en général. Et aussi beaucoup d'hommes, leur désir sexuel. Donc c'est pour ça que c'est dangereux. Et très peu d'hommes sont des hommes accomplis, sont des surhommes. Voilà. Pour donner une idée aussi, l'âge moyen du divorce des hommes est de 42 ans. Et l'âge moyen des femmes qui divorcent est de 44 ans. Et le plus grand taux de suicide des hommes, hormis les taux de suicide très âgés, c'est 44-54 ans. Est-ce que c'est un hasard? Je ne crois pas. Il faut savoir aussi que les hommes se suicident 75%, 3 fois plus que les femmes. Donc les hommes représentent 75% des suicides, tandis que les femmes en représentent 25%. Les femmes font plus de tentatives et passent moins souvent à l'acte en fait. Encore une fois, c'est lié à l'instabilité émotionnelle. Donc voilà. Si tu veux pas finir dans le fossé ou au bout d'une corde à 45 ans, réfléchis bien. Prends la bonne décision tout de suite. Ou alors fais vraiment le travail. Et voilà. Quatrième point, la contraception. Pendant très longtemps, en fait, la contraception, elle était faite de manière illégale. Il y avait ce qu'on appelait les faiseuses d'anges. C'est-à-dire, on avait des aiguilles à tricoter qu'on foutait dans l'utérus de la femme ou des cintres dépliés. Donc les risques étaient extraordinairement élevés. Voilà, c'était le bordel. C'était un danger pour la femme et future mère, sans compter les microchimères. La femme, littéralement, elle portait des cellules de son défunt enfant, qui aurait dû naître. Le plus grand moyen de contraception actuelle, c'est, bon, à part l'avortement, c'est la pilule d'abord. La pilule, donc, c'est parmi les femmes âgées de 15 à 49 ans, la pilule reste le moyen le plus utilisé, 36,5%. Ensuite, il y a le stérilet, 25,6%, et le préservatif, 18,8%. Et le problème avec la pilule, c'est quoi? Bon, je suis allé voir les molécules, et moi, c'est terrifiant, en fait. Quand j'ai vu la gueule des molécules, je me suis dit, mais comment on peut donner ça aux femmes, en fait? On les transforme en bêtes de somme. Je donnerais pas ça à des animaux, en fait. La gueule des molécules, en fait. C'est des progestatifs de synthèse qui empêchent soit l'ovulation, soit la phase, la perte de la solidification de la muqueuse, la nidification, etc. Mais bref, peu importe, parce qu'il y a 3 ou 4 générations, en fait. Mais ce qu'il faut juste comprendre, c'est que c'est un truc qui n'a rien à faire dans le corps de la femme. Et on n'a pas à se prendre pour des dieux et à jouer avec la biologie fondamentale de la femme. C'est la chose le pire qui puisse arriver. Déjà, la pilule, je me souviens d'une fille que je fréquentais, qui voulait coucher avec moi, qui voulait que je couche avec elle plutôt. Mais j'ai bien fait d'éviter. D'ailleurs, elle s'est mariée, elle a un body count super élevé. Le mec, il dit, oh, j'ai fait la meilleure affaire de la vie. Je fais, non, madame, t'as pas fait la meilleure affaire de la vie. Parce qu'elle, elle en a vu pas, c'était easy. Bref. Elle disait qu'elle prenait la pilule tout le temps. Donc, résultat, c'est qu'en fait, elle avait jamais le moment où elle avait ses règles. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, elle a choisi un mec qu'elle aimait pas, qu'elle choisissait, elle était attirée par des hommes, en fait, qui lui plaisaient pas vraiment, en fait. Parce que lorsqu'on prend la pilule, ce qui se passe, ça change la perception. Une femme, lors de son cycle menstruel, elle est attirée par des hommes masculins avant l'ovulation et attirée par des hommes féminins après l'ovulation et la fécondation. Dans la phase folliculaire, pendant la phase lutéale. C'est vrai, ça a été prouvé, on peut le voir. Les femmes vont sentir différemment les odeurs des hommes, en fait. Que ce soit la sueur, le système immunitaire, la testostérone. Elles vont être attirées par différentes facettes d'un même homme, sinon. C'est pour ça qu'un homme doit maîtriser à la fois son ombre et sa lumière. Son côté bon garçon et son côté mauvais garçon. Et en fait, on pense souvent que c'est un spectre qui va de gauche à droite. Donc on peut être soit l'un, soit l'autre. Non, en fait, c'est un spectre en 2 dimensions. C'est-à-dire que ici, tu as good guy, ici, tu as bad guy. Et bah, tu peux être soit rien du tout, soit tu peux être un homme, le surhomme. C'est-à-dire le mec qui a intégré son ombre et le mec qui a intégré sa lumière. Ou alors tu peux être le criminel ici. Ou alors le friendzoné.
Bref, ça c'est pour une autre vidéo ça. Et en fait, le problème de ces progestatifs, de ces pilules, c'est que ça aplanit leur cycle hormonal. Donc elles prennent le pis, ça va dans les cours d'eau, et ensuite, miam, le bon shake d'hormones au robinet. 5e point, l'avortement. Pendant très longtemps, donc il y avait la loi Veil, etc. en 75, si je dis pas de bêtises. Il y avait surtout l'histoire aussi mon corps, mon choix. Alors vrai et faux en fait. Parce que c'est aussi l'enfant de l'homme en fait. Et si l'homme veut garder l'enfant, comment ça se passe en fait? Ou si l'homme ne veut pas garder l'enfant, la femme elle peut le garder? Le père a-t-il le droit de refuser la responsabilité? En fait c'est une question qu'on ne devrait pas se poser. Et je vais l'expliquer pourquoi. L'idéal c'est de ne pas faire ce choix. Et Jordan Peterson disait, lorsqu'on lui avait posé une question sur l'avortement, dans un massacre, il n'y a nulle place où se tenir. Et les femmes ne devraient pas avoir à faire ce choix. Selon les statistiques, une femme sur deux a eu recours à l'avortement entre 15 et 49 ans. Et ces statistiques sont relativement stables depuis les 40 dernières années. Je vais mettre un point particulier sur le VIOL. Le but, c'est de protéger la femme aussi. Elle n'a pas porté l'enfant d'un homme qui s'est imposé à elle par la violence. Donc lorsque parfois il y a le pape, je ne sais plus comment il s'appelle, qui arrive au Brésil, qui dit que l'avortement c'est criminel, je fais... Non, pas toujours. Le monde n'est pas blanc et noir. Le monde est fait de nuances. Et je vais mettre un point sur le consentement, en fait. Avant, on n'avait pas besoin du consentement. Pourquoi? Parce qu'on ne couchait qu'avec la femme avec laquelle on s'était marié et avec laquelle on voulait avoir des enfants. Donc on savait qu'on allait coucher ensemble, on était d'accord en se mariant. Et c'est explicite, on va aller voir les enfants, etc. Donc a priori, il faut leur coucher ensemble. L'immaculée conception, c'est pas toujours évident, quoi. Mais aujourd'hui, c'est obligatoire d'avoir le consentement. Parce que ça veut dire, en fait, dans la rhétorique gauchiste, que tout acte sexuel, à la base, est un VIOL, non consenti. Comme toute approche dans la rue est une agression. Comme tout regard dans un gym, lorsqu'on regarde une fille qui est... Voilà quoi, est un harcèlement. Non, non. Si les femmes ne sont pas contentes, elles vont dans le gym pour femmes. Voilà. Moi, je suis trop occupé à soulever des deadlifts à 100 kilos. Mais comment on fait pour résoudre ça, en fait? Moi, je dis toujours, la rétention séminale et pas de relation sexuelle avant le mariage. Et je suis pas le meilleur exemple, hein. Parce que moi, je suis tombé dans la pression, ouais, il faut accoucher avec des filles, il faut avoir un body count, il faut avoir de l'expérience. Voilà. Et surtout pour la femme, préserver son trésor et sa virginité. Et en plus, quand on pratique la rétention séminale, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Pas de risque de grossesse, car pas d'éjaculation, on contrôle l'énergie, les muscles et l'écoulement des fluides. Voilà. Je voudrais dire aussi un truc intéressant. Souvent, j'entends parler du polyamour, etc. Donc avec le mariage, avec les couples, la monogamie non éthique. La non-monogamie éthique. La monogamie non éthique. Je pense que c'était très drôle que je fasse un lapsus. La non-monogamie éthique. Et ça, j'avais dit, en fait, c'est que non-monogamie, c'est-à-dire polygamie. Et polygamie éthique, c'est pourquoi? Parce que la polygamie, à la base, c'est pas éthique. C'est ça, en fait. C'est intéressant d'observer la réflexion de ces gens-là. Parce qu'en fait, cette polygamie vient, finalement, des strates supérieures de la société. Les gens comme, par exemple, j'ai cité Victor Hugo, mais ça peut être... les hommes au pouvoir, enfin si vous regardez un petit peu Bill Clinton, le couple Clinton et ailleurs, si vous faites un petit peu vos recherches là-dessus, vous allez voir qu'il y a des trucs un peu shady, quoi. Ces gens-là, ils s'en foutent en fait, ils sont débauchés, ils sont dépravés au possible. Et une de ces exemples, par exemple, je me souviens, vous savez pourquoi aujourd'hui on accouche de manière assise, enfin allongée? C'est parce qu'en fait Louis XIV, qui a eu 22 enfants accessoirement, avec ses maîtresses et avec sa femme, voilà, encore une fois, un très bon exemple. Il voulait voir en fait comment ça se passait l'accouchement. Il avait un fétiche voyeuriste. Et en fait, il a demandé est-ce que ça se passe comme ça. Parce que la position naturelle d'accouchement pour une femme, il y en a trois. Il y a soit dans l'eau, soit en squat, soit à quatre pattes. Pour aider avec la gravité en fait. C'est pour ça que, et c'est vraiment aussi, lorsqu'on va aux toilettes, la position naturelle c'est le squat. C'est pas être assis en fait. Mais bon. Tout ça pour dire que ça trickle down en fait. Ça descend dans la société. Ça descend dans les sphères de la société. Ce qui se passe en haut. Conclusion à cette vidéo. 1. Choisis précautionneusement tes partenaires. Body count, tes partenaires ou ta partenaire de vie. Body count, traumatisme, passé, famille, etc. Souhait de vie, fertilité. 2. Pratique la rétention séminale. C'est la voie du surhomme. Ne sois plus esclave de ton désir. Chaque fois que tu as une envie de désir, que tu as une urge, que tu as envie de relâcher,
C'est parce que tu ne veux pas affronter tes démons, tu ne veux pas affronter le changement. C'est parce que c'est une attaque du malin sur toi en fait. T'as Satan qui veut littéralement te faire relâcher, qui dit oh c'est bon, tu pourras reprendre tes tâches après, tu pourras. C'est juste une vidéo, juste une image, juste un moment, etc. T'inquiète, t'es en rotation similaire de toute façon, ça fait rien de regarder ça. Tu perds ton énergie. Tu perds ton énergie. Ne te laisse pas avoir. Muscle ton muscle du non. C'est le muscle le plus important pour un homme et je reviendrai dessus. Troisièmement, ne pas signer un contrat avec une personne qui bénéficie de sa rupture. C'est le mariage moderne. C'est qu'en fait, littéralement, déjà, les lois au niveau du mariage et du divorce sont extrêmement déséquilibrées en faveur de la femme, que ce soit au niveau de la garde, de la pension alimentaire. Il y a toujours des cas où c'est justifié, par exemple dans le cas de ma famille, mais il y a des cas où c'est juste, en fait, voilà. Je me souviens d'avoir vu une vidéo d'une femme américaine dégénérée qui disait littéralement donc là, j'ai un enfant de 6 hommes différents, donc littéralement, ma fille 6 enfants. Chacun me donne $350 par mois pour l'enfant. Donc littéralement, la fille, elle avait 6 enfants. Alors, mais ça se voyait qu'elle avait un QI inférieur à 70 en fait. C'était horrible. Mais en plus, elle était malade, maligne, mais au sens du malin. Donc voilà, moi mon but c'est, si je fais un contrat de mariage, il y aura les petits caractères. Et voilà. Et quatrièmement, la raison pour laquelle on se marie pas par amour. En fait, le mariage par amour, c'est quelque chose de récent. On se marie pour des raisons politiques ou alors sociales ou alors familiales. C'est-à-dire qu'on va se marier pour nos enfants. Et en fait, la proportion d'enfants nés hors mariage entre 1994 et 2002 en France est passée de 37% à 63%. J'espère que cette vidéo t'aura éclairé, t'aura fait réfléchir. Courage, force et honneur, bonne rétention séminale, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.